Peuple de YouTube, peuple du podcast, bonjour. On y est, mesdames, messieurs. L'événement était inéluctable. C'est une course que personne ne gagne. C'est un combat dont personne ne sort victorieux. Celui contre la mort, évidemment, la décrépitude. Elle nous guette toutes et tous. Elle nous rattrapera toutes et tous. Un jour, personne ne gagne cette lutte. Personne ne s'en sort. Personne ne peut espérer triompher. Pas même lui. Mesdames, messieurs, hier, Jean-Marie Le Pen est mort. Décédé, le menhir, comme on l'appelait dans son mouvement, celui qui suscitait à la fois fascination, détestation et répulsion, s'en est allé. Alors, qu'en penser? Fallait-il danser sur sa tombe, comme nombreux l'ont fait en France hier? Au contraire, fallait-il respecter la dignité des défunts? Faut-il séparer le décédé du vivant? Que penser de tout cela? Est-il irrespectueux de se réjouir de la disparition d'un homme, ou au contraire, est-il naturel de se féliciter que sa sinistre mémoire ne soit plus? Nous parlons de tout cela et de bien plus encore ce matin dans le Café Rhétorique. Incroyable! Bon, pourquoi est-ce que c'est... Ah oui, non, parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton, c'est pour ça que ça fait layout pas comme il faut. C'est un podcast en même temps, tout à fait. Alors, tout à fait, si vous... Ah Putain. Bon, la technique est pas encore bien gérée. On a des petits problèmes. Alors, c'est quoi la musique? C'est la bande originale d'Hadès. Bien, bonjour à tous et à toutes, peuple de l'avenir, évidemment, le peuple du futur. Donc oui, si vous ne le saviez pas, peuple live, je vous le dis, les replays sont disponibles dès le lendemain 12h sur YouTube et en podcast. D'ailleurs, sachez-le que le podcast, le pouvoir, enfin pas le pouvoir rhétorique, le Café Rhétorique, est monté dans le top 10 des podcasts les plus écoutés sur Spotify. On était même top 5 pendant les vacances de Noël. Là. On est monté top 5 des podcasts les plus écoutés en France. Enfin, ouais, en français d'ailleurs. Donc incroyable. Merci à vous, peuple du podcast. C'est grâce à vous tout ça. Alors, petite entrée en matière. Parce qu'on m'a dit, on a porté à ma connaissance, et je ne dénoncerai pas la personne qui l'a fait, sachez juste qu'elle est salariée de la Clémocorp. Voilà. Après, qui sait, on ne sait pas. Mais on a porté à ma connaissance le fait que YouTube était mécontent. Le peuple de YouTube a recommencé à râler en disant « Oui, c'est long ». Il se répète, il y a des parenthèses, il bafouille, il cherche ses mots. On a connu Viktorovitch affûté telle une lame à la radio. Et là maintenant, qu'est-ce que c'est que ces émissions qui durent 3 heures? Viens-en au fait. Bon, peuple de YouTube. Et peuple du podcast, si tu ne le savais pas. Tu es ici sur la rediffusion d'un live Twitch. Voilà. Alors, il faut peut-être d'ailleurs, n'étais-tu pas au courant, tu es ici sur la rediffusion d'un live Twitch. Alors, on est en effet sur une temporalité différente. Il faut l'accepter. On est sur Twitch, on prend le temps, on papote, on est ensemble. C'est le plaisir de faire du commun, de créer comme ça un moment, de créer un moment entre nous. Alors, si pour vous, c'est un peu trop long, je peux l'entendre. On n'a pas toutes et tous ce temps-là à consacrer. Bon, il n'y a pas de problème. Si pour vous, je me répète un peu, ça arrive. Oui, effectivement, ça n'est pas écrit. Voilà, je suis en improvisation. Si pour vous, ça bafouille un peu trop, ça aussi, ça peut arriver. C'est forcément, quand tu lis ton texte à la télévision, en effet, c'est plus facile de ne pas chercher tes mots. Tandis que quand, comme là, tu dois les broder phrase après phrase, peut-être qu'en effet, ça prend un peu plus de temps. Bon, si ça ne vous convient pas, sachez que vous avez des vidéos montées au quart de poil par mon cher ami, camarade, compagnon et néanmoins employé PEMF, qui est le seul employé de la Clémocorp. Peut-être un indice sur qui a porté les choses à ma connaissance. Je dis ça, je ne dis rien. Je pousse personne sous le bus, évidemment. Bon, vous avez bien sûr, donc, sur YouTube, des vidéos montées où vous avez le nectar de ces streams en 15 minutes, avec en plus de belles illustrations, des effets, des trucs, des machins. Ah, voilà, c'est parfait. Si vous n'avez même pas ce temps-là,
On met souvent en ligne, d'ailleurs, il faut qu'on le refasse davantage, mon cher Pemf. Tiens, c'est un truc dont il faut qu'on parle. On met souvent en ligne sur Instagram et TikTok et bientôt Blue Sky les versions très courtes, en 5-6 minutes de ce que je peux avoir dit. Voilà, donc allez voir ces autres vidéos et voilà, et c'est très bien. Voilà, si ça ne vous convient pas, il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver, bien sûr, et en spectacle, l'art de ne pas dire, sur toutes les scènes, un peu partout, voilà, tout ça. Bref. Et ne commentez pas comme ça, ouais, c'est pas bien. Oui, on sait, bah écoutez, il en faut pour tous les goûts. Qu'est-ce que vous voulez? Respectez ceux qui aiment. Voyez, c'est comme dit mon compère Roro. Après tout, c'est du contenu de second écran. Ah, c'est sûr, voilà, c'est sûr que si vous balancez ça, encore que pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est sûr que si vous balancez ça le soir à 20h45 dans la perspective de vous faire un bon documentaire, peut-être qu'en effet le rythme est un peu plus lent, voilà. Mais si vous écoutez ces 3 heures tranquillou sur le chemin de votre travail, en faisant la vaisselle, en faisant votre télétravail, si d'aventure ça demande pas trop de ressources lexicales et que du coup vous pouvez écouter une voix qui vous parle à côté. Mais là, vous allez voir que tout d'un coup, la perspective est différente. Bon, on avance. Alors, ça, c'était pour l'introduction de l'introduction. Qu'est-ce que... évidemment, aujourd'hui, on va parler de cette question absolument déterminante. Jean-Marie Le Pen décédé. Alors, faut-il se réjouir de son décès et avait-on le droit de danser sur sa tombe? Réponse courte, ça ne me dérange pas. Réponse courte, ça ne me dérange pas. Je vais l'argumenter, bien sûr, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas à ceci près que, et ce sera la nuance que j'apporterai, en ce qui me concerne, je vois assez peu de raisons de me réjouir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on va revenir sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen et notamment, on va beaucoup parler ce matin, je spoil un peu, mais on va beaucoup parler de ce dont on a... Je ne dis pas qu'on n'en a pas parlé, mais ce qui mérite, selon moi, d'y revenir, et je vais essayer de vous montrer on va regarder en fait des extraits d'un documentaire que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, parce qu'on n'en parle plus tant que ça. On va parler de tout l'arc algérien de Jean-Marie Le Pen. Voilà, on va parler de Jean-Marie Le Pen en Algérie. Spoiler, c'était un tortionnaire. Et voilà, se réjouir de la mort d'un tortionnaire, ça ne me dérange pas. Voilà, ça ne me dérange pas. Il y aura, alors, trigger warning, plein de choses, mais on va pas écouter les témoignages les plus déchirants. On va même pas écouter les témoignages du tout parce que c'est trop dur. Mais je vais vous donner les ressources pour aller les voir in extenso si vous voulez. Mais on va revenir sur cette question-là parce que c'est évidemment important. Et voilà, donc faut-il se réjouir de la mort d'un salopard? À titre personnel, ça ne me dérange pas. On va revenir également à la lumière de ce qu'on va voir ensemble ce matin. Ça veut dire quoi, in extenso? Ça veut dire en entier. C'est le latin pour dire en entier. On va... Attendez, je me suis perdu. Voilà, on va regarder les réactions des uns et des autres. On va regarder les réactions des uns et des autres à la lumière de ce qu'on aura vu ce matin. Et en même temps, et ce sera ma conclusion, que je vous spoil déjà un peu, moi, je ne vois pas tant de raisons de me réjouir que ça. C'est-à-dire que derrière l'homme, il y a les idées, il y a le mouvement. Et pour le coup, ces idées et ce mouvement lui survivent avec d'autant plus de vigueur. Donc je vois pas vraiment de raison, je vois pas tant que ça de raison de me réjouir. On va parler de tout ça, voilà, bon, je vous ai fait là. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ok, bon, on verra ça. On parlera de tout ça ce matin, évidemment. Bien. Alors, dans quel ordre on va faire ça? Alors, vous êtes... Ah oui, évidemment. On va commencer. Je ne résiste pas. Je ne me suis pas spoil. On va commencer par écouter
l'édito de Monseigneur Pro, évidemment. Hop, Pascal Pro, édito. On va écouter l'édito de Monseigneur Pro. Alors, ça doit être ici, j'imagine, sur Europe 1. Hop. S'est-il trompé? Alors, on en est où? Est-ce que c'était là? Il y a 1 heure. 18 minutes. Non, mais là, c'est Pascal Pro qui réagit. Mais il est où son édito? Moi, je veux l'édito de Monseigneur Pro. Ça ne va pas, ça. Alors, attendez. Qu'est-ce que... Yes. Ok. Toc. Hop. Attendez, Bon, ok. On va écouter l'édito de Pascal Pro. Je suis curieux de savoir ce que ça a raconté. Est-ce que ça commence par... S'est-il trompé ou pas? A-t-il été... Non, ça c'est pas bon. Il faut que j'aille le chercher directement sur CNews hein, ou sur Dailymotion, j'imagine. Alors, dailymotion.com/ Ah, mais slash CNews, j'imagine. Toc. Voilà. Hop, hop. Continuer sans accepter. L'heure des pros. Émission du 8 janvier. C'est aujourd'hui. 1h24. C'est pile ce qu'on veut. Bonjour à tous. Ah, ça y est. Alors, on commence par ça. On commence par l'édito de Pascal Pro. Je suis curieux de savoir ce qu'il a à dire de la mort de Jean-Marie Le Pen. C'est parti. Commode de ne retenir que ses propos. Ah, j'étais pas. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail et c'est sans doute bien commode de ne retenir que ses propos abjects pour ceux qui ont fait de l'anti-lepénisme leur seule raison de vivre. J'allais dire l'essentiel de leur identité. Ces adversaires de Le Pen adorent l'état dans lequel le plonge leur détestation au point de célébrer sa mort, place de la République, au goût du champagne et au son des hurrahs. Le drame pour la France tient que les provocations de Jean-Marie Le Pen, ses outrances ont parasité son combat contre l'immigration massive et son refus d'importer sur le sol de France un islam conquérant, pour ne pas dire hégémonique. Hier, Gilbert Collard parlait de prophète et de prophétie. Il est en tout cas le seul, toute obédience politique réunie, le seul à avoir perçu le danger de l'islam quand cette religion devient majoritaire et qu'elle impose un mode de vie dont le voile illustre l'étendard de la soumission. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays, que cette religion, importée sur le sol de France, créait de nouvelles habitudes, de penser, de s'habiller, de prier, de parler, de dîner, etc. Qu'une autre France naîtrait, qu'un danger de séparatisme existait. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Le paradoxe, mais aussi le drame, est qu'il a fait reculer la cause qu'il servait par des déclarations scandaleuses dont le détail est la plus signifiante. Jean-Marie Le Pen raconte une histoire française, celle d'un homme politique qui utilisait l'imparfait du subjonctif, citait Thucydide et Corneille et possédait une connaissance en profondeur de la France, de son histoire, à travers les siècles, de sa culture, de ses mœurs qui faisaient de lui un contemporain de François Mitterrand. Convenons que le niveau des hommes politiques aujourd'hui n'est plus le même, comme si Jean-Marie Le Pen refermait une époque qui n'a plus grand-chose à voir ni à vivre avec celle qui fut la sienne. Il est 9h01, Chana Lousteau. Bon, alors, vous voyez, déjà c'est fascinant. Alors, évidemment, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, d'à quel point est-ce que CNews n'est plus une chaîne d'information, c'est un canal d'opinion. Après, attention, hein, pour le coup, rien de mal en soi, on a le droit d'être un canal d'opinion. À de nombreux titres, cette chaîne Twitch en est un, est revendiquée comme tel, hein. C'est un canal d'opinion. La différence, c'est que ici, je ne prétends pas faire de l'information neutre et objective, ce que continue de prétendre CNews. Là, on voit dans l'édito de Pascal Pro, on rappelle que l'édito de Pascal Pro, c'est l'édito de la chaîne, hein. Ça donne la ligne éditoriale de la chaîne. Cet édito, c'est
alors c'est quand même quelque chose de fou. C'est-à-dire que cet édito de Pascal Praud, c'est non seulement un plaidoyer pour la ligne du Rassemblement national, mais c'est même un plaidoyer pour le lepénisme. Un plaidoyer pour le lepénisme, c'est-à-dire que là on ne... Enfin, c'est un discours politique que vient de faire Pascal Praud ici. C'est un discours politique qui range CNews même pas derrière la ligne du Rassemblement national, mais derrière la ligne lepéniste. Derrière la ligne lepéniste, c'est-à-dire que quand tu écoutes Pascal Praud, ce qu'il dit grosso modo, c'est « oui, certes, d'accord, il y a eu les déclarations sur le détail de l'histoire, bon, quelques débordements malheureux, mais sur le fond, il avait raison partout. » Et je vous rappelle, on est à la limite de l'homélie. Non, mais c'est une homélie, là. Là, c'est une homélie, c'en est une, et c'est une célébration. C'est un hommage vibrant qu'il prononce pour Jean-Marie Le Pen, un homme qui a été condamné à de multiples reprises pour ses propos antisémites, ses provocations et ses blagues antisémites, pour ses propos négationnistes. Un homme qui a été condamné à de multiples reprises, antisémite condamné. À partir du moment où tu es condamné à plusieurs reprises pour ton antisémitisme, ce ne sont plus des débordements, c'est une opinion. Et d'ailleurs, c'est pas une opinion, c'est un délit en l'occurrence. En tout cas, c'est un délit à partir du moment où, comme Jean-Marie Le Pen, tu l'exprimes. Donc là, c'est quand même incroyable. Et alors surtout, et c'est le grand tabou, et voyez, et c'est pour cela que je vais consacrer ce live pour l'essentiel à cette question, parce que sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Enfin, je veux dire, les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. Phrase qu'il répète à 5 reprises. Phrase qu'il répète à 5 reprises pour la première fois, je crois, en 87, à la fin des années 80. Et ensuite, il le répétera à 5 reprises jusque pour la dernière fois en 2015. Ce qui a amené Marine Le Pen, c'est cette déclaration-là qui a amené Marine Le Pen à... priver Jean-Marie Le Pen de son titre de président d'honneur du Rassemblement national, c'est quand il répète encore une fois à nouveau cette phrase en 2015. Donc sur cette déclaration, mais également les nombreuses blagues, quand il parlait de la fournée et non pas de la tournée de Patrick Bruel, Patrick Bruel qui est juif, donc vous apprécierez évidemment le niveau du jeu de mots, quand en parlant d'un ministre de François Mitterrand qui se nommait Durafour, il parlait de monsieur Durafour crématoire, ministre qui était juif lui aussi. Donc les provocations antisémites de Jean-Marie Le Pen sont légion, son antisémitisme est connu, il est même en l'occurrence revendiqué, son négationnisme aussi. On a beaucoup parlé des déclarations qui relèvent d'un racisme explicite et assumé, quand Jean-Marie Le Pen a dit à plusieurs reprises, là aussi, oui c'est vrai, les races ne sont pas égales, il y a une inégalité des races, fin de citation. Fin de citation. On est dans un racisme tout à fait explicite. Donc ça a été rappelé. Voilà, ça a été rappelé. Les gens sont au courant. Les gens le savent très, très largement. Et c'est ce que Pascal Praud évacue d'un revers de la main en disant, certes, il y a eu des provocations. Bon, ce ne sont pas des provocations. C'est le cœur de sa matrice politique. Et puis, il y a l'autre versant de Jean-Marie Le Pen, dont on parle un peu moins, même s'il est connu aussi, attention, mais on en parle un peu moins, c'est le versant algérien, le fait qu'il ait été un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, et c'est là-dessus que moi j'aimerais revenir, et c'est ce dont Pascal Praud ici non plus ne parle pas. Alors pour le coup, il n'en parle pas du tout, mais c'est normal, la guerre d'Algérie est un tabou pour les réactionnaires, c'est donc un tabou sur CNews, ça n'existe pas, ça n'a pas existé, on n'en parle pas, et on n'en parle pas parce que quelque part, est-ce que c'était pas quand même un peu légitime cette guerre de la part de la France? Est-ce que l'Algérie n'aurait pas dû rester française? On sent qu'il y a quand même quelque chose de cela derrière. Le versant homophobe, c'est vrai, le versant homophobe, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les déclarations homophobes de Jean-Marie Le Pen, le fait qu'il ait parlé de sidaïque, les déclarations insupportables. Bon. Donc c'est quand même incroyable de voir cette célébration sur CNews pour un homme. Vous voyez, et c'est là où je vous dis, et on est déjà dans le vif du sujet, c'est là où je vous dis que honnêtement, moi je vais être franc avec vous, je ne me suis pas réjoui hier, déjà parce que moi, à titre personnel, j'ai du mal à me réjouir du décès de quelqu'un. Voilà, je comprends ceux qui se sont laissés aller à cette jubilation. Je le comprends. Moi, c'est pas mon cas. J'ai du mal
j'ai du mal à me réjouir du décès de quelqu'un. Et au-delà de ça, au-delà de cette question, le principal, c'est que j'ai du mal à me réjouir parce que je ne vois pas, honnêtement, où est la bonne nouvelle. Je ne vois pas où est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, l'édito de Pascal Praud qu'on vient d'écouter vous montre à quel point il n'y a vraiment pas lieu de danser aujourd'hui. Ça vous montre à quel point il n'y a pas lieu de danser du tout parce que Jean-Marie Le Pen est mort, soit ça nous fait une belle jambe. Enfin, je veux dire, Jean-Marie Le Pen, ça fait bien longtemps qu'en politique, il ne représentait rien. Par contre, ce que révèle le décès de Jean-Marie Le Pen, c'est qu'aujourd'hui, sur un grand média dit d'information qui émet sur la télévision numérique terrestre, qui est même la première chaîne d'information en France, vous pouvez avoir un édito vibrant célébrant la ligne politique de Jean-Marie Le Pen. Mais je vous rappelle que la ligne politique de Jean-Marie Le Pen, en 2002, il y a 20 ans, la ligne politique de Jean-Marie Le Pen, en 2002, c'est toute la France qui est descendue dans la rue pour la contester. Et là, je trouve que ce que le décès de Jean-Marie Le Pen révèle, c'est combien est-ce que, en réalité, le combat qu'il menait est en train de triompher. Puisqu'on est passé d'un quasi-consensus français contre les idées incarnées par le Rassemblement national, et en tout cas d'un consensus médiatique contre les idées incarnées par le Rassemblement national. Ici, je pense que certains et certaines parmi vous sont trop jeunes pour s'en souvenir ou pour l'avoir vécu, mais moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Le 21 avril 2002, c'est un coup de tonnerre, et les médias s'engagent contre le Rassemblement national. C'est l'époque où on parlait d'un cordon sanitaire, où on n'invitait pas ou peu les élus du Rassemblement national, où on considérait qu'ils étaient des néofascistes, que le mouvement qu'ils incarnaient était un mouvement qui n'aurait pas dû sortir des poubelles de l'histoire, qui n'aurait pas dû sortir des pires heures de l'histoire du monde et de l'histoire européenne. Et il y avait un consensus médiatique là-dessus. Et de voir aujourd'hui que la première chaîne d'information de France peut faire son édito ce matin en déplorant les provocations, mais en célébrant l'homme et ses idées, ça vous montre à quel point est-ce que le Rassemblement national et les idées de Jean-Marie Le Pen n'ont plus besoin de Jean-Marie Le Pen pour prospérer. Je dirais même, au contraire, je pense moi que le décès de Jean-Marie Le Pen va faciliter au Rassemblement national le fait de tourner définitivement la page de ces heures où leur parti était diabolisé, alors même que la ligne politique n'a pas changé. Donc vous voyez, moi à titre personnel, j'ai du mal à me réjouir du décès d'un homme. Je comprends la jubilation que ça a pu susciter chez une partie d'entre vous. Je vois bien comment est-ce que les événements d'hier soir et les manifestations spontanées, les manifestations de joie spontanée font écho quelque part, sont une réplique sismique des manifestations de peur et de colère qu'il y avait eu au soir du 21 avril 2002. Moi, je me souviens qu'au soir du 21 avril 2002, les gens sont descendus spontanément sur la place de la République, se sont rassemblés spontanément pour dire non au Rassemblement national. Et aujourd'hui, les gens se rassemblent spontanément pour célébrer leur joie de voir cette page de l'histoire se tourner, ce souvenir de Jean-Marie Le Pen appartenir définitivement au passé. Je vois le parallèle et je pense que consciemment ou inconsciemment, dans cette manifestation, ces manifestations de joie d'hier soir, il y a une réplique claire. Et d'ailleurs, ça se passait au même endroit, en place de la République. Il y a une réplique claire de ce qui s'était passé au soir du 21 avril 2002. Donc voilà, je comprends ces manifestations. Moi, je ne suis pas allé manifester. À titre personnel, je ne peux pas danser sur le cadavre d'un homme. Et surtout, comme je vous le disais, moi, ce qui m'importe, c'est le combat politique. Le combat politique. Et je crains que le combat politique, lui, non seulement continue, mais ce que l'on voit, c'est qu'il a hélas, le combat. Je ne vais pas dire qu'il est perdu, mais en tout cas, les idées, voilà, je vais le dire comme ça. Ce que l'on voit, c'est que derrière la réjouissance qu'il y a eu à voir Jean-Marie Le Pen passer de l'autre côté du voile pour utiliser une métaphore volontaire. Derrière ces réjouissances, il y a la réalité, c'est que le combat qu'il portait, lui, n'a jamais été aussi vibrant.
passé l'arme à gauche. Il a passé l'arme à gauche. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, ce sur quoi attaque Pascal Praud ce matin, c'est le voile, hein, justement. C'est de dire, le premier, il a alerté sur les dangers du voile, de cette idéologie islamiste. Et c'est intéressant parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais on va le faire. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite, puisque en miroir de ce que disait Pascal Praud, hein, vous avez entendu Pascal Praud se réjouir. Pascal Praud il a anglais tout son édito. On ne va pas réécouter l'édito de Praud, mais il a anglais Praud tout son édito sur le fait que Jean-Marie Le Pen est l'un des premiers à tirer l'attention sur les dangers de l'islamisme et notamment du voile, qui en est la promotion, qui en est la célébration cachée, qui en est la face visible et vibrante. Bon, on entend tout cela chez Pascal Praud. C'est intéressant, hein, parce que hier matin, avant donc le décès de Jean-Marie Le Pen, on a eu ces déclarations de Bruno Retailleau que je vous propose d'écouter. Il était l'invité de RTL. Bruno Retailleau, dont je vous rappelle qu'il est l'actuel ministre de l'Intérieur de la République française. Il n'a pas dit islamisme, il a dit islam. Ah, peut-être même que Pascal Praud a dit islam, c'est possible. Pas de l'islamisme, de l'islam. De l'islam conquérant, il a dit. C'est vrai, vous avez raison. Il a dit de l'islam conquérant. Ça montre combien est-ce que la ligne est claire, hein. La ligne est claire et le combat est explicite. La ligne est claire et le combat est explicite. Et regardez, c'est intéressant, hein, parce que le décès de Jean-Marie Le Pen, c'était hier après-midi. L'homélie de Monseigneur Praud, c'était ce matin. Regardez ce qu'hier matin, avant tout cela, Bruno Retailleau disait sur RTL. Ça s'appelle l'état de droit, en l'occurrence, hein. Je vois bien qu'il y a une difficulté, ça s'appelle l'état de droit et la décision du Conseil d'État. Voilà, c'est la difficulté en question, c'est l'état de droit, le fait que l'État se doit de respecter ses principes fondamentaux, qu'on a inscrit la laïcité dans notre Constitution et qu'en vertu de la laïcité, la neutralité s'applique aux agents de l'État et pas aux usagers du service public. Or, les étudiants à l'université sont des usagers du service public, adultes par ailleurs, donc responsables de leur, donc pleinement détenteurs de leur liberté de conscience et de religion. Et cela vaut également pour les accompagnatrices scolaires, dont le Conseil d'État a bien dit qu'elles ne pouvaient pas être assimilées à des agents de l'État, mais qu'elles n'étaient rien d'autre que des usagères du service public qui acceptent de donner un coup de main à l'école. Donc ça, c'est pour les difficultés dont parle Bruno Retailleau. Ça s'appelle l'état de droit, hein, tout simplement. Ça s'appelle le respect des droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Voilà. Mais cela dit, vous comprenez mieux maintenant pourquoi il disait oui, mais l'état de droit ne doit pas être un totem. Ah oui, là, oui. Ah oui, vous voyez, comme quoi tout va de pair. De choses tales. Bon, vous voyez, alors, là, il est soft sur, il est soft sur RTL. Il l'était beaucoup moins dans Le Parisien, où il a tenu ses propos en premier lieu. Il l'était beaucoup moins dans Le Parisien, où il disait clairement que pour lui, le voile, c'est la promotion volontaire de l'islamisme et ce qui justifie selon lui de le combattre et de l'interdire dans de plus en plus d'arènes, dans de plus en plus de lieux. Donc on est sur des positions qui sont clairement islamophobes, hein, qui tentent à la haine de l'islam et des musulmans, qui assimilent les femmes musulmanes qui font le choix de porter le voile, qui les assimilent à des islamistes cachés, ou alors à des idiotes utiles de l'islamisme. Dans un cas ou dans l'autre, c'est évidemment totalement faux et injurieux, bien sûr, hein, bien sûr. Là, Bruno Retailleau, il sait que quand il dit tout cela, il va contre l'état de droit, encore une fois, hein, sur la question des accompagnatrices scolaires. Il y a eu décision du Conseil d'État. Cette question a déjà été tranchée. Elles ne sont pas assimilées à des agentes de l'État. Elles ne peuvent pas l'être. Elles ne sont pas payées pour. Elles ne représentent pas l'État. Et la laïcité dont se prévaut ici Bruno Retailleau, c'est lui qui l'a pervertie, hein. Je vous rappelle, encore une fois, est-ce qu'il est nécessaire, encore une fois, de refaire le raisonnement, mais il est important, hein. Je vous rappelle que ce que l'on appelle laïcité, c'est la neutralité de l'État en matière religieuse, qui dispose que les agents de l'État français ne peuvent pas manifester de manière visible leur religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ni d'ailleurs leur appartenance politique. Bon, mais avant toute chose, leur religion. C'est cela, la laïcité à la française. Et ce pourquoi plaide Bruno Retailleau, c'est clairement une négation de la laïcité, puisque d'une part, il veut
une loi spécifique pour une religion en particulier, alors que la République ne reconnaît aucun culte, et comme elle ne reconnaît aucun culte, c'est la loi de 1905 qu'il ne connaît pas, la loi sur la laïcité. Comme la République ne reconnaît aucun culte, elle ne peut légiférer sur aucun culte spécifiquement. C'est le fondement de notre laïcité, c'est ça. La République ne reconnaît aucun culte, elle ne peut donc légiférer sur aucun culte spécifiquement. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, c'est l'autre fondement de la laïcité. La laïcité consacre la liberté de conscience des individus, la liberté de croire et de ne pas croire, mais aussi la liberté de croire et de pratiquer sa religion. Ça vaut pour chaque citoyenne et chaque citoyen, et notamment les usagers des services publics. Et donc, ça vaut pour les étudiants et les étudiantes à l'université. Ça vaut pour les mères accompagnatrices scolaires. Quand on est usager d'un service public ou simple citoyen ou citoyenne, rien ne nous oblige à la neutralité. Donc là, Bruno Retailleau, c'est lui qui dévoie la laïcité à la française, c'est lui qui dévoie le cœur de ce qui fait notre identité française depuis 1905, depuis plus d'un siècle. Bon, ce raisonnement-là, c'est pas nouveau, on l'a vu 2000 fois, c'est les bêtises du printemps républicain qui prétendent se faire les seuls détenteurs de la vérité en matière de laïcité, alors même que ce sont eux qui veulent la changer. Après, on a le droit, attention, on a le droit de vouloir modifier la loi française. Si on estime que la laïcité de 1905 n'est plus adaptée à notre monde contemporain et qu'il faut de nouvelles règles, bon, on peut en discuter, c'est le principe de la politique, c'est qu'on a toujours le droit de vouloir changer la loi. Mais par contre, tu peux pas vouloir changer la conception française de la laïcité et prétendre te revendiquer de la tradition française en matière de laïcité. Là, il y a une contradiction interne dans les termes. Là, il y a une vraie fourberie, une vraie manipulation, ou alors une vraie ignorance. Et dans les deux cas, c'est absolument scandaleux. Bon, tout ça pour vous dire que, vous voyez, vous voyez là la raison pour laquelle, selon moi, ce matin, il n'y a absolument aucun lieu de se réjouir. Et moi, hier, en apprenant le décès de Jean-Marie Le Pen, ma réaction, ça a été de me dire, bon, bah, ça nous fait une belle jambe. L'homme disparaît, soit. Il disparaîtra sans jamais avoir été jugé pour ce qu'il a fait en Algérie. De toute façon, il y a une loi d'amnistie qui est passée, donc il ne pouvait pas l'être quoi qu'il arrive. Mais il sera mort confortablement dans son château de Montretout, sans jamais avoir eu à payer le prix de ce qu'il a commis, pendant la guerre d'Algérie. On va y revenir tout à l'heure. Mais au-delà du décès de l'homme, ces idées, elles, non seulement perdurent, mais n'ont jamais été aussi vibrantes. C'est-à-dire que c'est quand même un symbole assez fou que le matin de sa mort, on a le ministre de l'Intérieur de la République française qui reprend directement ses idées. Qui exprime des vues qui relèvent de la haine des musulmans, de l'assimilation des femmes musulmanes à des islamistes, qui s'affranchit des propos qui s'affranchissent de la laïcité telle qu'on l'a toujours connue. Ça, c'est le matin même de sa mort. Et le lendemain matin du décès de Jean-Marie Le Pen, on l'a vu, Pascal Praud lui-même, qui tient exactement les mêmes propos et qui, avec la tribune de l'édito de la première chaîne d'infos de France, se permet de relayer directement les idées, non seulement du Rassemblement national, mais de Jean-Marie Le Pen lui-même, en disant « Oui, certes, il y a les provocations, mais en vrai, il avait raison ». Bon, écoutez, moi, je vois pas de raison de se réjouir. Je pense que si le décès de Jean-Marie Le Pen révèle quelque chose, c'est combien, justement, ces idées sont en train, hélas, de gagner la bataille culturelle. Alors, vous avez été nombreux à me dire, il faut aller voir le tweet d'Elisabeth Lévy, il est croustillant. Alors, allons voir le tweet d'Elisabeth Lévy. Bon, il y a les images des gens qui dansent à Paris. Ouais, ok. Alors, elle est où? Elisabeth Lévy. Je sais plus comment elle s'appelle. Elisabeth. Il y a un Z, hein, j'imagine. Lévy. L-E-V-Y. Yes. Elisabeth Lévy. Bah, elle est pas... comment ça? Mais elle n'est pas certifiée sur Twitter? Mais impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors attendez, j'ai mal écrit Elisabeth? C'est un S, c'est sans Z.
Je l'ai trouvée. Bien sûr qu'elle est certifiée. Alors. Oh, waouh! Attendez. Le 7 janvier. Alors, le tweet d'Elisabeth Lévy. Écoutez, on va le découvrir ensemble. F11, hop, le voici. Toc, je zoome un peu. Voilà. L'anti-lepénisme niais était sa seule identité. Toutes mes condoléances à la gauche qui vient de perdre sa raison d'exister, l'homme qui lui a servi de brevet de modernité. Et saluons nos confrères de Libé qui semblent avoir été congelés depuis les années 80 et se réveillent pour écrire les mêmes sornettes contre ces valeurs xénophobes et mortifères. Libé a veillé, veille et veillera. Ne soyons pas cruels. Laissons-les encore se fantasmer en résistant. Après 40 ans d'antifascisme sans fascisme, on n'en est pas à une semaine près. Oui, bon, bah voilà. C'est pas bien pire que Pascal Praud, hein. C'est pas bien pire que Pascal Praud. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça y est. Vous voyez, ce que révèle le décès de Le Pen, c'est que le lepénisme est devenu mainstream. Enfin, c'est fou, quoi. Ce que révèle le décès de Jean-Marie Le Pen, c'est que le lepénisme est devenu mainstream, le lepénisme est devenu acceptable. Alors même qu'il y a encore 20 ans, c'est pas si long que ça, 20 ans, alors même qu'il y a encore 20 ans, comme je vous le disais, Jean-Marie Le Pen était mis au banc de toute la société médiatique unanimement. Là, vous voyez le succès du travail mené depuis une vingtaine d'années, en réalité, hein, par les francs-tireurs, et j'emploie le terme à dessein, les francs-tireurs de la droite la plus radicale, de l'extrême droite la plus radicale, et de la guerre culturelle qu'ils ont menée sur les antennes. Je pense à, évidemment, Éric Zemmour en premier lieu. Je pense à quelqu'un comme, comment il s'appelle déjà, l'autre mec du Figaro, là, qui est horrible, Yvan Rioufol, Elisabeth Lévy, voilà. Et eux, ils se réjouissent parce que ils savent qu'ils ont gagné la guerre culturelle et que ils ont réussi à faire du lepénisme et des idées de Jean-Marie Le Pen, ils ont réussi à faire une idéologie dominante, sinon dominante, du moins une idéologie tout à fait acceptable aujourd'hui. Ils sont rentrés dans la fenêtre d'Overton. Hélas. On reviendra tout à l'heure sur les réactions des uns et des autres à la mort de Jean-Marie Le Pen, mais puisqu'on parlait de son héritage, moi je voulais revenir avec vous sur la question algérienne. Parce que c'est pas la plus importante, bien sûr, mais elle est importante et ça n'est pas celle dont on parle le plus. Vous le savez, hein, Jean-Marie Le Pen est un tortionnaire de la guerre d'Algérie. Alors vous allez me dire, c'est controversé, il n'a jamais été condamné pour ça. Il ne peut pas l'être, hein. Il y a une loi d'amnistie qui, en 1962, à l'issue des accords d'Évian, il y a une loi d'amnistie en France et en Algérie d'ailleurs, hein, qui interdit les Algériens de poursuivre les militaires de l'armée française pour les crimes qu'ils ont commis et qui interdit les Français de poursuivre les combattants du FLN pour les crimes qu'ils ont commis également. Donc il y a une double loi d'amnistie en 1962 au moment des accords d'Évian qui fait que de toute façon, les tortionnaires de la guerre d'Algérie en France ne pourront jamais être poursuivis. De la même manière que ne pourront pas être poursuivis les terroristes du FLN. C'est comme ça. C'est la solution que trouvent la France et l'Algérie au lendemain de la guerre. Et sauf devant la CPI. Ah, peut-être. Ça, c'est bien possible. C'est là où mes connaissances en droit international sont pas assez, en droit pénal même international, sont pas assez bonnes. Mais ça ne nous interdit pas, et ça n'a pas interdit aux historiens de faire des recherches. Et j'aimerais revenir avec vous sur ce documentaire qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle « Le Pen et la torture, la question ». C'est un documentaire qui a été réalisé il y a une dizaine d'années, qui revient, voilà, hop, un film de Roger Bourgarel qui s'appelle « La question, Le Pen et la torture ». J'aimerais Alors, on va en regarder des extraits ensemble. On va regarder les extraits dans lesquels on voit Jean-Marie Le Pen parler, parce que c'est les extraits les plus glaçants et parce que je pense que c'est bon, au lendemain de sa mort, c'est bon de rappeler qui il était,
ce qu'il disait et ce qu'il a fait. Donc, je pense que c'est important. On va regarder des extraits. Je vous invite à aller voir le documentaire In Extenso si vous le désirez, parce que ce qu'on va pas regarder ce matin, c'est les témoignages des Algériens qui parlent face caméra dans ce documentaire. Les témoignages sont insoutenables. Je ne vais pas vous imposer ça. Voilà, je pense qu'une partie d'entre vous, voilà, ne voulait pas ou ne pouvait pas entendre ça. Donc mais si ça vous intéresse, sachez que le docu est dispo in extenso sur YouTube. Je vous invite à aller le revoir. Enfin, aller le voir. On va écouter vraiment Jean-Marie Le Pen, hop là, que vous voyez ici en photo, pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Le Pen qui était un militaire de la 10e aéroportée, je crois, qui était à Alger pendant la bataille d'Alger. Voilà. Écoutons quelques... Bon, donc ça, c'est sa justification pour expliquer son engagement en faveur de l'Algérie française, et c'est ensuite que ça commence. Donc on a des témoignages de gens qui expliquent avoir été torturés par le commandant Le Pen et qui expliquent avoir... tu peux rappeler ce que veut dire poujadisme STP. C'était le mouvement politique de Pierre Poujade sous la 4e République, qui était un mouvement populiste, un mouvement issu, pour commencer, des petits commerçants, qui défendait les petits commerçants contre la taxation et la place trop importante de l'État, et qui était aussi un mouvement au relents xénophobe très clair. Et Jean-Marie Le Pen a été élu député de ce mouvement. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, quand Jean-Marie Le Pen fait partie des membres fondateurs du Front National, mais Jean-Marie Le Pen n'est pas à l'initiative de la fondation du Front National. Alors si vous ne le savez pas, c'est quelque chose d'important. Jean-Marie Le Pen dira et fera croire par la suite que c'est lui qui a fondé le FN. C'est pas vrai. En fait, le Front National est un mouvement qui est fondé par les membres d'un groupuscule qui s'appelle Ordre Nouveau, au tout début des années 70, en 71, je crois. Le FN est fondé par les membres du groupuscule Ordre Nouveau, qui est clairement un groupuscule néofasciste, et qui se disent, bon, être néofasciste 20 ans après, ou 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être que c'est pas porteur, peut-être finalement que c'est pas porteur, et qu'on aura plus de succès si on crée non pas un groupuscule néofasciste violent, mais un parti politique qui va se notabiliser et concourir aux élections comme un mouvement politique comme les autres. Et donc ils créent le Front National, et ils se disent à ce moment-là, le problème c'est que nous, on est tous des nazillons au crâne rasé, et que si on commence à venir parler politique dans la sphère politique, ça va se voir en fait qu'on est des fachos qui ne rêvons que d'une chose, c'est de tabasser des juifs et des arabes à coups de batte. Donc, il faut qu'on aille chercher quelqu'un qui soit un notable. Et ils vont chercher Jean-Marie Le Pen. Et donc, Jean-Marie Le Pen fait bien partie des membres fondateurs du Front National, mais il n'en est pas à l'initiative. Il n'en est pas à l'initiative. Je le dis autrement, Jean-Marie Le Pen est choisi à l'époque pour déjà dédiaboliser les idées néofascistes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant et qu'on ne rappelle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, c'est le diable. C'est le diable du Front National. C'est celui qui l'a diabolisé. C'est l'homme dit des débordements. Alors que ce ne sont pas des débordements, ce sont ses opinions. Hein, le détail de l'histoire et compagnie. Merci beaucoup, Tarka. Merci infiniment. Et merci à toutes et tous qui avaient sebé. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est déjà à l'époque un mouvement de dédiabolisation. C'est déjà à l'époque un mouvement de dédiabolisation. Donc vous voyez, ça n'est pas nouveau. Quand on dit Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation du FN, en fait, ça fait longtemps que... En fait, je vais le dire autrement. La dédiabolisation, ça fait partie intégrante de l'ADN du Front National. Le Front National a été incroyable. Daz, salut à toi mon cher. Le Front National a été créé au début des années 70 pour dédiaboliser les idées néofascistes. Et c'est Jean-Marie Le Pen qui est le visage respectable à l'époque de cette dédiabolisation. Et d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen était en train de réussir, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 80, Jean-Marie Le Pen s'impose progressivement
jusqu'à être invité dans l'émission phare de la télé de l'époque, L'heure de vérité, Jean-Marie Le Pen s'impose progressivement comme un leader radical, un leader certes nationaliste, mais plus ou moins respectable. Et c'est précisément la phrase sur le détail de l'histoire qu'il prononce lors du grand jury RTL Le Monde au début des années 80, c'est cette phrase-là qui va définitivement le faire basculer dans le rang des infréquentables pour les médias français. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que pendant 10 ans, la décennie des années 70 jusqu'au début des années 80 et les premiers succès électoraux du Front National, les premiers succès notamment municipaux, pendant 10 ans, près de 15 ans, Jean-Marie Le Pen a précisément réussi ce mouvement de dédiabolisation en France des idées néofascistes. Et Marine Le Pen, donc quand on dit de Marine Le Pen que c'est la dédiabolisation du Front National, on commet un contresens. En réalité, il n'y a pas de rupture, ou plutôt, il y a une rupture entre ce qu'est devenu Jean-Marie Le Pen au fur et à mesure de sa vie politique et ce qu'est Marine Le Pen quand elle arrive à la présidence du RN. Mais il n'y a pas de rupture dans l'histoire du Front National. Le Front National, c'est un véhicule politique et électoral qui a été créé au début des années 70 pour dédiaboliser les idées néofascistes. C'est ce qu'a commencé à faire Jean-Marie Le Pen avant de trébucher et de se laisser aller à ses provocations négationnistes et antisémites. Et c'est le travail, le mouvement, le flambeau qu'a repris Marine Le Pen au début des années 2010. Pourquoi ne pas parler du vrai problème avec Le Pen, son antisémitisme ? On vient d'en parler, mais ce n'est pas le seul vrai problème. Et donc, c'est pour cela que le fait que Jean-Marie Le Pen soit député poujadiste, c'est important. Et c'est ce qui explique que ce soit lui, que les membres d'Ordre Nouveau soient allés chercher au début des années 70. On revient sur ce reportage qui, je vous le rappelle, parle de Jean-Marie Le Pen lors de la guerre d'Algérie. On va écouter les passages où c'est Le Pen qui parle. Mais c'est un vrai... Alors vous allez voir, dans ce documentaire, donc spoiler, hein, le dossier est accablant. Le dossier est absolument accablant. Vous allez voir, d'ici la fin de ce documentaire, on écoute des extraits. Hein. Vous allez voir que le dossier est absolument accablant et que le fait, pour l'instant, croyez-moi là-dessus, et puis vous en serez convaincus d'ici la fin du reportage, le dossier est absolument accablant. Il ne fait absolument aucun doute que Jean-Marie Le Pen a torturé pendant la guerre d'Algérie. Et donc, sachant cela par avance, n'oubliez pas que ce que vous écoutez là quand il se justifie, c'est les paroles de quelqu'un qui a torturé. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, vous le verrez, il l'a avoué au lendemain de la guerre d'Algérie. Donc, c'est une certitude. Et donc, regarder cet homme mentir les yeux dans les yeux, c'est absolument terrifiant. C'est absolument terrifiant. J'en profite pour remercier Petite Mage, Timal Chiwa, Alexis, Bobine Boukine, Fidèle, Louis en Finesse, qui est-ce que j'ai oublié, Claire Obscur, Drake Cavac, Acharit, merci à toutes celles et ceux qui se battent. Merci les amis, je vous vois, je ferai un remerciement en bonne et due forme à la prochaine pause pub. Je ne sais même pas où se trouve ce Fort l'Empereur. Fort l'Empereur qui était un des épicentres, un des centres principaux où avaient lieu les interrogatoires français pendant la... Donc là ici vous avez la photo du lieutenant et député Le Pen qui reçoit la croix de la valeur militaire des mains du général Massu. Le général Massu qui est, et pour le coup c'est avéré, il l'a d'ailleurs avoué lui-même, le général Massu qui est l'un des organisateurs, l'un des organisateurs de la torture systématique pendant la bataille d'Alger, même si lui dira qu'elle n'a jamais été systématique. Mais le général Massu, qui est en effet un criminel de guerre, et là on voit le lieutenant Le Pen recevoir la croix de la valeur militaire de ses propres mains. Alors, la photo n'est pas de bonne qualité, mais on reconnaît Jean-Marie Le Pen jeune. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais on reconnaît quand même Jean-Marie Le Pen jeune, on l'a vu en photo juste avant. Un putschiste aussi en passant, absolument. Oui, oui. Alors la défense de Le Pen vaut le coup. Hein. Vous regarderez cette photo et vous verrez bien si je suis reconnaissable. La défense, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Bah, regardez la photo, c'est pas moi, quoi. Je vous la montrerai, cette photo. Vous l'avez vue. Mais oui, vous l'êtes tout de même. Je ne suis pas reconnaissable, là. On peut pas me reconnaître. C'est pas moi. Sincèrement.
Et pourquoi donc? Parce que, regardons-la ensemble. Et vous... Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est à mettre en parallèle, enfin, je trouve intéressant, moi, d'écouter des extraits de ce reportage après avoir entendu ce que dit ce matin Pascal Praud de Jean-Marie Le Pen sur CNews à une heure de grande écoute devant des centaines de milliers de personnes, première chaîne d'info de France. Pascal Praud qui dit on ramène Le Pen à ses provocations. Alors encore une fois, ce ne sont pas des provocations, c'est son antisémitisme. Mais c'est quand même... on ramène Le Pen à ce qu'il était, c'est-à-dire un néofasciste. Un néofasciste fasciné manifestement, parce que pour avoir un couteau des jeunesses hitlériennes, enfin quand même fasciné par le Troisième Reich, la figure d'Adolf Hitler, Jean-Marie Le Pen poussé à la tête du Front National par les néofascistes d'ordre nouveau qui cherchaient un visage respectable, mais tout aussi radical qu'ils l'étaient eux-mêmes. Donc c'est quand même fou de voir à quel point est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu pied avec qui était réellement Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire un nostalgique du Troisième Reich, et antisémite, évidemment, antisémite condamné, et par ailleurs tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. Alors, voilà, c'est là où les pièces du dossier, hein, le fameux « soyez sérieux » quand tu n'as plus d'arguments. On l'a déjà vu, je ne sais plus qui disait ça. Écoutez, soyez sérieux. Je ne sais plus, mais c'était quelqu'un d'extrême droite. Je me demande si c'était pas Jordan Bardella qui utilisait le « soyez sérieux » dès qu'il était... C'était Sarkozy, je ne sais plus qui. Je crois que c'était Bardella qu'on avait vu faire ça. Soyez sérieux. Peut-être Ciotti. C'était quelqu'un d'extrême droite, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment ce que tu dis ce que tu lances en dernier rempart quand tu n'as plus aucun contre-argument. Écoutez, soyez sérieux, ça ne tient pas debout. C'est ce que tu lances quand tu n'as plus d'arguments. Là, c'est vraiment... putain, en rhétorique, ça porte un nom, mais ça m'échappe. C'est terrible, ça, hein, de perdre ses bases comme ça. Il faut réviser. Il faut que je relise Le pouvoir rhétorique aux éditions du Seuil, évidemment, bien sûr. C'est incantatoire, voilà, exactement. C'est la stratégie de l'incantation, mais soyez sérieux, c'est n'importe quoi. Ce que tu dis, tu ne cherches même pas à le prouver parce que tu ne serais pas en position de le faire, donc tu le dis avec verve, avec force, et en espérant que la pure puissance de ton élocution suffise à faire oublier l'absence de preuves, voire même l'absence de tout argument, ce qu'on appelle la stratégie de l'incantation. C'est exactement ce que fait ici Jean-Marie Le Pen. Donc effectivement, la torture à l'électricité pratiquée par les Français pendant la guerre d'Algérie, ça s'appelle la Gégène, c'est le nom de la torture. Si vous ne le savez pas, la guerre d'Algérie a été dans la poursuite d'ailleurs de la guerre d'Indochine, mais c'est pendant la guerre d'Algérie que tout ça se cristallise le plus nettement possible. Ah, attendez, ça il faut que je prenne. Attendez, j'arrive. Pardon, désolé. Désolé. Hein. Hop, c'est bon, le live n'est pas fini. Vous inquiétez pas. J'ai pas été appelé par là. J'ai été appelé par la DGSI, mais je leur ai dit, oh, ça va, c'est bon. Non mais si vous ne le saviez pas, cette question de la torture en Algérie commise par l'armée française est importante parce que les méthodes qui vont être expérimentées par l'armée française pendant la guerre d'Algérie vont servir de base derrière, et ce sont d'ailleurs des officiers de l'armée française qui vont aller faire des formations, vont servir de base dans de nombreux pays du monde par la suite, comme les nouveaux fondements de la torture dite moderne. Et notamment en Amérique latine, il y a de nombreux officiers de l'armée française qui ont été se reconvertir en formateurs en torture, en méthode d'interrogatoire, notamment au Chili, mais pas simplement, hein, mais pas seulement. Jusque les méthodes d'interrogatoire soviétiques d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui la torture à l'électricité, hein, la Gégène, est encore utilisée, je crois, par les services secrets russes, qui utilisent d'ailleurs des vieux téléphones, me semble-t-il, pour pratiquer cette torture-là. Et what the fuck source. Alors il y en a plein. Mais écoutez, on va pas les chercher là maintenant parce que le temps file. Et mais je vous laisse faire vos propres recherches. Mais vous verrez que c'est quelque chose qui est documenté par les historiens. C'est documenté par les historiens. Et c'est quelque chose... Il y a un raid qui ça. Ah, Sabine, merci à toi. Sabine Padelou, bienvenue aux spectateurs. Ah, vous arrivez, c'est bonne ambiance. Hein. C'est bonne ambiance. Là, on est sur
on est sur Le Pen et la torture en Algérie. Donc, sympathique. Et en fait, pourquoi est-ce que ces méthodes de torture inventées par l'armée française en Algérie ont fait des émules partout dans le monde? C'est parce que l'armée française en Algérie va expérimenter des tortures qui ont l'avantage de ne pas laisser de traces et donc de ne pas pouvoir faire l'objet par la suite de condamnation. D'où l'utilisation de l'électricité, qui laisse évidemment des séquelles psychologiques terribles, des traumatismes atroces, mais qui ne laisse pas de traces. D'où également l'utilisation, alors, pas mal, non, c'est français. Sachez que c'est la France qui invente le waterboarding. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez ça, mais aujourd'hui, aux États-Unis, les méthodes d'interrogatoire de la CIA reposent beaucoup sur ce qu'on appelle le waterboarding. Le nom poli, c'est simulation de noyade. Ce qui consiste à allonger quelqu'un sur une planche inclinée vers l'arrière, à lui mettre un tissu sur le visage et à balancer de l'eau. Ce qui apparemment te donne l'impression que tu es en train de te noyer, mais tu peux pas te noyer réellement parce que l'eau peut pas aller dans les poumons. Donc apparemment c'est insupportable, mais tu es sûr de pas tuer le gars. Et ça c'est pareil, et vous allez voir, il y a un témoignage d'un Algérien d'ailleurs qui dit que le lieutenant Le Pen a utilisé cette torture sur lui. Donc c'est français ça aussi. Et vous voyez, et pareil, le waterboarding, l'intérêt c'est que tu es sûr de ne pas tuer la personne, c'est absolument insupportable et ça ne laisse aucune trace. Et c'est ce qui a été utilisé par la CIA à Guantanamo, aux États-Unis. Et j'imagine que c'est encore utilisé aujourd'hui par les services secrets américains. Des traumas internes, par contre, ah bah oui, mais derrière, c'est évidemment atrocement traumatique. Enfin, atrocement traumatique, c'est l'euphémisme de l'année. Enfin, c'est horrible, c'est une barbarie absolue. C'est français, c'est nous qui avons inventé ça. Donc, vous voyez, cette question de la torture en Algérie, en fait, elle est beaucoup plus large que simplement les crimes commis par l'armée française pendant cette guerre de décolonisation. Elle va plus loin, puisque derrière, c'est le moment où nous, Cocorico, on a inventé les techniques de torture qui sont encore utilisées aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est français, c'est français, c'est de qualité, ça marche bien. Il y a une vidéo sur le waterboarding, si ça vous intéresse, qu'on retrouve. Il y a un journaliste américain, parce qu'aux États-Unis, le waterboarding, au moment de Guantanamo, la CIA disait mais le waterboarding, c'est pas de la torture, c'est des techniques de pression psychologique, c'est peut-être un peu désagréable, machin, mais c'est pas de la torture. Et il y a un journaliste qui a publié un article qui est disponible, qui s'appelle Believe Me, It's Torture. Donc, croyez-moi, c'est de la torture. Vous le retrouverez sous ce titre-là, Believe Me, It's Torture. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à la CIA d'être soumis au waterboarding. Et ça a été filmé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il diffuse la vidéo. C'est incroyablement peu impressionnant. C'est-à-dire que ce qu'on voit du waterboarding dans les films, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant que ce que c'est en réalité. C'est-à-dire que la vidéo, c'est vraiment juste tu vois des militaires qui sont, ou des agents de la CIA, je sais pas, qui sont cagoulés. Et vraiment, tu balances de l'eau, mais par petite quantité, quoi. C'est pas des litres et des litres de l'eau que tu balances sur le visage de la personne. C'est très peu impressionnant. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bah, c'est bon, tu vois. Et le journaliste dit, écoutez, c'est insupportable. Il a tenu, il y allait en se disant, je vais tenir le plus longtemps possible. Il a tenu, je crois, 4 secondes. Il a tenu 4 secondes. Apparemment, il y a, je sais plus quel, pour le coup, c'est un authentique terroriste djihadiste condamné, je crois mais je me demandais si c'était pas un haut dignitaire d'Al-Qaïda qui a été torturé au waterboarding par la CIA. Et apparemment, il a tenu genre 16 minutes et c'est le record, quoi. Donc, voilà. Et donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a ce papier de ce journaliste qui s'appelle Believe Me, It's Torture. Tout le problème de la torture pendant la guerre d'Algérie, c'est que la justification de l'armée française, c'est de dire on a éventuellement utilisé des méthodes de contrainte pendant des interrogations. Alors, méthode de coercition physique, ils appellent ça. Méthode de coercition physique, c'est l'euphémisme pour torture. C'est vraiment l'expression euphémisante pour torture. Mais la justification, c'est de dire oui, mais on l'a fait parce qu'en face, on avait des terroristes du FLN qui posaient des bombes, et donc c'était pour sauver la vie d'innocents. La réalité, c'est que, et c'est ce que vous voyez là, et c'est bien documenté par l'histoire, la réalité, c'est que la torture a été utilisée à large échelle, à large échelle,
y compris contre à large échelle assez systématiquement, et donc par définition assez largement contre des gens qui n'avaient strictement rien à se reprocher. Je vous épargne. Là, il y a tout le dossier sur Jean-Marie Le Pen, la presse. Voilà, on va écouter ça par contre. Hop. Je vous épargne ça. Je vous résume. Comme on l'a vu dans le reportage, il y a une loi d'amnistie en 62 qui interdit, qui gracie tous les auteurs de violences commises pendant la guerre d'Algérie. Et donc, comme il y a une loi d'amnistie, par définition, les crimes sont amnistiés. Donc, si tu dis que quelqu'un a torturé pendant la guerre d'Algérie, tu commets de la diffamation, puisqu'il y a une loi d'amnistie. Et donc, à partir de là, vous allez avoir Le Canard enchaîné, puis Libération. Et vous voyez, là, on a la une de Libération. Ça, c'est le début de l'engagement absolument sans faille de Libération contre l'extrême droite en général et le lepénisme en particulier, parce que Le Canard enchaîné et Libération vont être condamnés en procès pour diffamation, procès intenté par Jean-Marie Le Pen, par des tribunaux qui vont être embarrassés en disant oui, on vous reproche pas d'avoir dit des choses fausses, on vous reproche de ne pas avoir utilisé les précautions qui s'imposaient. Et les précautions qui s'imposaient, c'est que Jean-Marie Le Pen est réputé innocent, puisque de toute façon, il a été gracié, amnistié de tous ces crimes commis pendant la guerre d'Algérie. Okay. Bref, ce que vous voyez ici, c'est que on a, en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, on a les témoignages de nombreuses victimes. C'est ceux qui sont au début du reportage qu'on n'a pas écouté ici parce qu'ils sont trop durs. Ils sont trop durs, mais je vous invite vraiment à aller voir ce reportage in extenso qui s'appelle Le Pen et la torture, la question. C'est dispo sur YouTube, reportage sorti en 2007, donc il y a près de 20 ans. Vous avez les témoignages donc des civils algériens qui ont été torturés directement et de manière absolument cruelle par le lieutenant Le Pen. Vous avez les témoignages des compagnons militaires de Le Pen qui eux-mêmes viennent confirmer ces dires. Et vous avez les déclarations de Jean-Marie Le Pen lui-même qui dit, je le cite, « Oui, j'ai torturé », fin de citation. Se sachant de toute façon protégé par la loi d'amnistie, des propos qu'il reniera par la suite. Pour quelle raison ? Parce que précisément, comme on le disait, à partir de 1971, il devient le président du Front National, il s'engage dans l'arène politique nationale, il a pour mission d'incarner le visage rassurant des idées néofascistes, et à ce titre, il ne peut pas, selon lui, être perçu comme un ancien tortionnaire. C'est la raison pour laquelle il le niera jusqu'au bout et attaquera en diffamation tous les journaux qui en parleront. Je vous spoil la fin du reportage. In fine, il y a un canard qui, des années plus tard, donc je crois qu'on est pendant les années 90, voire au début des années 2000, peut-être dans les années 90, il y a un journal, je crois que c'est Libération, qui republiera un article sur Le Pen et la torture, et qui cette fois gagnera, permettant depuis, donc ça fait plus de 20 ans, permettant depuis de parler ouvertement, sans craindre le procès en diffamation, de parler ouvertement du passé tortionnaire de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, par ailleurs, on le rappelle là aussi, nostalgique du Troisième Reich, qui, pendant la guerre d'Algérie, avait à sa ceinture un couteau des jeunesses hitlériennes. Je rappelle tout ça parce que voilà, on est sur la question peut-on danser sur la tombe de Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, après tout ce qu'on vient de voir là, je pense que vous comprenez la réponse que moi je fais. À titre personnel, moi-même, j'ai du mal à me réjouir de la mort d'un homme. Je n'ai pas été danser place de la République hier soir, mais je ne m'offusque pas de ceux qui l'ont fait. Voilà, j'ai du mal à m'offusquer de ceux qui l'ont fait parce qu'on parle là de quelqu'un qui a été non seulement ce qu'on a dit, c'est-à-dire un homme qui a participé à répandre la haine antisémite, la haine anti-musulmane, la haine islamophobe, la haine homophobe,
dans le champ politique et qui a été condamné pour cela à de multiples reprises. Et on parle par ailleurs d'un homme qui est un tortionnaire. Le dossier est absolument accablant, ça ne fait pas le début du commencement d'un doute. Et je voyais beaucoup de gens qui disaient sur le chat « La guerre, c'est la guerre » et en face de l'armée française, il n'y avait pas des enfants de cœur. Alors, c'est pas faux. En effet, c'est pas faux. Cela dit, il y a quand même deux éléments qui autorisent, je crois, très largement à condamner moralement les crimes commis par l'armée française en Algérie. D'une part, l'armée française était une armée d'occupation. On va peut-être commencer comme ça. Était une armée coloniale. Donc, on va peut-être commencer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des crimes en face, c'est vrai. Et l'OAS, c'est pas des enfants de cœur, c'est vrai. Et il y a eu des actes terroristes qui ont causé la mort d'innocents. Tout cela est vrai. Bon. Après, l'armée française présente sur place est une armée coloniale, est une armée d'occupation. Donc, il faut quand même déjà, d'une part, le rappeler. Et d'autre part, le problème de la torture pendant la bataille d'Alger, c'est, et là aussi c'est documenté par de nombreux historiens, c'est qu'elle a été érigée en méthode systématique et qu'ils sont passés une grande partie des Algériens qui étaient interrogés, quand bien même ils n'avaient rien fait, n'avaient rien à se reprocher, quand bien même il n'y avait pas le début du commencement d'un soupçon légitime à avoir sur leur appartenance à l'OAS. De très nombreux Algériens ont été condamnés ont été torturés sans aucune raison par l'armée française. Cela fait partie, hélas, des crimes que la République française a sur ses mains. Donc, je pense que ça autorise... FLN, pas OS. Le FLN, j'ai dit n'importe quoi. Le FLN, je me suis trompé. Le FLN, bien sûr. Vous aviez corrigé le FLN, pas l'OS, bien sûr. Bien évidemment. Donc, ces éléments-là, je crois, suffisent à condamner moralement et de manière absolue ce qu'a commis l'armée française en Algérie, d'une manière générale, et pendant la bataille d'Alger en particulier. Et suffisent également à condamner la mémoire du sinistre lieutenant Le Pen pendant cette période. Je voulais rappeler ça, voilà. Je voulais rappeler ça. On va pas aller trop loin sur la guerre d'Algérie parce que je suis pas un expert, donc je veux pas m'engager trop loin. Je vais dire des bêtises. Donc je vous laisse. De toute façon, vous avez, je pense, chacun et chacune d'entre vous une opinion, et si vous n'en avez pas, il y a de très nombreuses vidéos disponibles qui vous permettront de rattraper ce qui s'est passé pendant cette période complexe et essentielle au sein de l'histoire et de la mémoire française. Pas simplement de l'histoire française, mais de la mémoire française. Pourquoi on parle d'un mec mort ? Parce que... Alors, tiens, je réponds à ce message. Il faut que vous sachiez, et ça, c'est pas forcément su. Est-ce que je suis pas un peu... Ouais, mais faudrait que je sois plus là, quoi, en fait. Hein. Je suis un peu décalé, là, sûrement. En fait, il faudrait que je sois plus ici. C'est terrible, ça. Attendez, bougez pas. Attendez, attendez, hein. Je modifie mon setup. Attendez. C'est le moment où je vais débrancher un câble sans faire exprès. Attendez. Hein. Ah oui, forcément, ça ne marche pas. Voilà. Attendez, je reviens. Hein. Je reviens. Faites pas attention à moi. Voilà, c'est bon. Ah, beaucoup mieux. Rien à ça, je suis plus centré. C'est incroyable. Pourquoi oui, mieux. Viens plus à gauche. Voilà, c'est très bien là. Alors, regardez-moi ça, comme on est bien, on est centré, etc. La pub commence dans 4 minutes. Tu portais un peu à droite. Non, mais je sais, mais c'est parce que on a refait le set. Bref, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de Jean-Marie Le Pen et pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen est une figure importante ? Déjà, d'une part, parce que, comme je vous le disais, c'est Jean-Marie Le Pen qui permet à l'extrême droite en général et au Front National en particulier de s'imposer au sein du champ politique français. Donc, sans la figure de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas le 21 avril 2002, il n'y a pas sa fille Marine Le Pen, et il n'y a pas le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, dans lequel le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. C'est Jean-Marie Le Pen qui a posé les premières pierres de cela. Donc, Jean-Marie Le Pen, il a, au sein de l'histoire française, d'ores et déjà une importance capitale. Mais Jean-Marie Le Pen, et ça, vous l'ignorez peut-être, Jean-Marie Le Pen, c'est
l'homme qui, à l'international, a participé à permettre l'éclosion des mouvements d'extrême droite partout, enfin à l'international, partout à l'échelle européenne. À l'international, peut-être que j'exagère, mais à l'échelle européenne, c'est en partie Jean-Marie Le Pen qui a permis à l'extrême droite de reprendre racine dans le système politique des différents pays. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'est passionnant, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'aux années 70, la mémoire du fascisme et du nazisme faisait que toutes les idées d'extrême droite, toutes les idées fondées sur le rejet d'une partie de la population, sur le rejet de l'étranger, le rejet de l'autre, la haine de l'autre, la peur d'une ethnie, d'une origine ou d'une religion, toutes ces idées-là étaient immédiatement disqualifiées comme étant un ressucé de ce que l'Europe avait connu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le racisme et tout ce qui s'y rattachait, tout ce qui s'y reliait, faisait l'objet d'une vigilance très grande et d'une condamnation très grande au sein du champ politique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et jusque dans les années 70-80, il y a peu de mouvements d'extrême droite qui fleurissent à l'échelle européenne. En Italie, un petit peu avec la nostalgie de Mussolini, mais ça reste une large exception. En tout cas, en France, il n'y en a pas. Aux Pays-Bas, en Belgique, il n'y en a pas. En Autriche, il n'y en a pas. Bon. Et l'originalité de Jean-Marie Le Pen, la force qu'il va avoir, c'est qu'il va trouver une formule magique. Il va trouver une formule magique en 3 étapes qui va être reprise par la suite par tous les mouvements d'extrême droite sur le continent européen. Et la formule magique va commencer petit 1 par déplacer les affects racistes de la question spécifiquement raciste, c'est-à-dire de l'antisémitisme, de la haine des Maghrébins, de la haine des Africains. Bon. Jean-Marie Le Pen va déplacer les affects racistes vers un enjeu qui semble davantage acceptable, et qui de fait l'est devenu, hélas, qui est l'enjeu de l'immigration. Et en fait, aujourd'hui, ça paraît naturel de voir l'extrême droite s'attaquer à l'immigration. Mais en réalité, c'est Jean-Marie Le Pen qui invente ça dans les années 70. Et il invente ça d'ailleurs avec un slogan qui va faire école. Ce qui se passe dans les années 70, ce sont les 2 chocs pétroliers qui créent une crise économique. Et cette crise économique va en partie, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. La crise économique qui s'installe dans les années 70 va a lieu dans les années 70, va amener à l'installation en France, mais dans de nombreux pays du monde, d'un chômage de masse. Mais c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chômage de masse, le fait qu'il y ait entre 7 et 10% de chômeurs en France, le chômage de masse, on prend ça comme quelque chose de naturel, de normal. Mais en fait, dans les années 70, ça n'existe pas. C'est l'époque du plein emploi. On sort des 30 glorieuses, les États européens se reconstruisent et tout le monde trouve du travail. Tout le monde trouve du travail. Et donc, ce qui se passe dans les années 70, c'est que il va y avoir un chômage de masse qui s'installe. C'est la pub. Je vous disais, dans les années 70, il y a un chômage de masse qui s'installe. Et en fait, Jean-Marie Le Pen va avoir l'intelligence, hélas, d'utiliser le chômage de masse et l'enjeu de l'immigration comme les 2 pivots pour réactiver les affects racistes en France. Et donc, ça va donner un slogan qui va devenir un des slogans historiques du Rassemblement national et qui va être repris par plusieurs partis d'extrême droite en Europe. Le slogan, c'est « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop ». Et Jean-Marie Le Pen invente ce slogan au moment où la France connaît 1 million de chômeurs. Alors aujourd'hui, on est bien au-delà, hein, donc ça paraît très peu. Si aujourd'hui, on avait 1 million de chômeurs, on serait fou de joie. Mais tout part d'un sophisme. Exactement, hein, parce qu'évidemment, c'est un sophisme. Bien sûr, le marché de l'emploi n'est pas homogène. Bien évidemment, les emplois occupés par les immigrés sont pour partie des emplois qui ne seraient pas pourvus si nous n'avions pas une main-d'œuvre immigrée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a même une partie du patronat qui plaide pour
qui plaident pour davantage d'immigration, tout simplement, pour davantage d'immigration en France, parce qu'ils disent mais nous on a besoin de main-d'œuvre immigrée parce que sinon il y a des postes dont on sait qu'ils ne seront pas pourvus et on a besoin de les pourvoir. Donc l'argument est un sophisme débunké à 1000 reprises. On sait qu'un million de chômeurs, enfin 1 million de chômeurs, enfin que s'il y avait 1 million d'immigrés en moins, il n'y aurait pas 1 million de chômeurs en moins. On le sait parfaitement. On le sait parfaitement. Mais Jean-Marie Le Pen va utiliser ce slogan qu'il va réactiver ensuite à chaque fois. 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés en trop. Puis 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés en trop. Il va réactiver ce slogan à chaque fois. Et c'est ce qui va permettre de combiner, c'est ce qui va permettre de mobiliser les affects racistes de l'électorat, non pas sur la haine pure de l'autre, mais sur des enjeux économiques. Et c'est quelque chose qui va marcher, qui va fonctionner, qui va permettre à Jean-Marie Le Pen de mobiliser les affects racistes tout en disant « Non mais attendez, moi j'ai rien ». Alors c'est là où justement derrière il va y avoir les races ne sont pas égales, etc. Donc c'est là où il va lui-même, par la suite, estropier sa propre stratégie. Mais il faut se souvenir qu'au départ, ce slogan, c'est une manière pour Jean-Marie Le Pen de mobiliser les affects racistes sans paraître raciste lui-même. Et avec ce qu'on appelle des raisonnements ethnocentristes qui consistent à dire je ne dis pas que les autres races ou cultures ou ethnies sont inférieures, je dis que toutes les cultures se valent mais qu'elles ne se mélangent pas. Et donc je n'ai rien contre les Arabes, les musulmans, je n'ai rien contre les Africains, tant qu'ils restent chez eux et qu'ils ne viennent pas polluer notre culture judéo-chrétienne française à nous. C'est encore aujourd'hui le schème argumentatif utilisé par Éric Zemmour, qui ne dit pas les Africains sont inférieurs, il dit juste ils n'ont rien à faire chez nous, ils viennent polluer notre culture. Bon, ça, ce raisonnement-là, ce qu'on appelle en sciences politiques un raisonnement ethnocentriste, ce raisonnement-là, c'est ce qui va permettre à Jean-Marie Le Pen, cela plus l'utilisation des enjeux socio-économiques, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop, et je ne dis pas que les races sont inégales, je dis que les cultures ne se mélangent pas. Ces deux pivots-là, c'est ce qui va permettre à Jean-Marie Le Pen justement de cranter les affects racistes sans pouvoir, en tout cas en pouvant moins aisément être taxé de raciste lui-même. Et ça va être diablement efficace et il va cumuler ça avec les deux autres piliers de sa ligne politique. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le pilier anti-système. Jean-Marie Le Pen va articuler la lutte contre l'immigration à une dénonciation du système dont on ne sait pas exactement ce que c'est, mais qu'il dénonce comme étant celui qui prive les Françaises et les Français de leur véritable voix. Donc, affect raciste mobilisé via l'immigration et les enjeux en apparence socio-économique, rejet du système. Et le troisième pilier, c'est la ligne économique composite et incohérente, puisque Jean-Marie Le Pen va tout à la fois avoir un discours hérité de son passé poujadiste, il va à la fois avoir un discours très libéral vis-à-vis des chefs d'entreprise en disant il faut payer moins d'impôts, il faut que les entrepreneurs payent moins d'impôts, les Françaises et les Français payent trop d'impôts, il faut payer moins d'impôts. Donc à la fois désengagement de l'État, restriction de l'État social, bref, une ligne libérale, et en même temps, il va avoir l'idée que l'État social doit protéger les Français, les Françaises et les Français doivent être protégés. Bon, donc, ligne totalement composite, un peu de gauche, un peu de droite, en vrai, totalement libérale, c'est le fond de sa pensée économique, mais matinée d'une apparence d'attention à l'État social et d'attention à la protection sociale pour les Françaises et les Français qui en ont besoin, ce que va reprendre derrière Marine Le Pen, avec le pouvoir d'achat, les Françaises et les Français doivent être protégés, les petites gens et compagnie. Et ce qui est une ligne évidemment authentiquement incohérente, puisque tu ne peux pas à la fois vouloir que tout le monde paye moins d'impôts et en même temps que tout le monde soit mieux protégé par l'État social. Il faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre. À un moment donné, l'État social, il faut bien le financer. Bon. Donc eux diront qu'ils le financent en limitant l'immigration, et donc ce que coûte l'immigration. Manque de peau, tous les économistes disent aujourd'hui que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Donc tout le monde sait que ça c'est totalement incohérent, mais ce sont ces trois piliers-là, donc enjeu de l'immigration, rhétorique anti-système et ligne économique composite, qui vont faire l'originalité de la ligne du Front National. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que cette ligne va s'imposer en France au début des années 80, donc
ça a été rappelé, hein, les municipales de 83 qui vont voir les premiers succès électoraux du Rassemblement national. Et à ce moment-là, et c'est là où c'est fascinant, à ce moment-là, tu as tous les partis d'Europe, tous les partis d'extrême droite d'Europe, tous les partis néofascistes, qui jusqu'à présent ne savaient pas trop comment se positionner, qui regardent Le Pen faire ça et qui se disent « Oh, il a raison !» Oh, il a raison, ça marche. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu vas avoir des partis, et notamment des partis régionalistes, qui vont opérer une mue progressive pour devenir des partis immigrophobes. Et ça se voit, par exemple, en Italie, avec un parti comme la Ligue du Nord. La Ligue du Nord qui, à l'origine, la Ligue du Nord dont est issu Matteo Salvini, hein, Matteo Salvini qui a été Premier ministre, il me semble, président du Conseil, je ne sais plus, ou c'est aussi Luigi Bobbio. Je ne sais plus lequel des deux était à la tête. C'était Matteo Salvini qui était Premier ministre. Oui, c'est ça. Matteo Salvini qui a été Premier ministre italien. Matteo Salvini qui était Premier ministre représentant d'un parti qui s'appelle la Ligue, la Liga, la Ligue, sauf que le nom d'origine de la Ligue, c'est la Ligue du Nord. À la base, c'est un parti régionaliste qui demande l'autonomie de l'Italie du Nord versus l'Italie du Sud, en plaidant que, grosso modo, c'est dans l'Italie du Nord qu'il y a tout le dynamisme économique, que l'Italie du Sud vit au crochet de l'Italie du Nord et qu'il faudrait donc que l'Italie du Nord largue ses bons à rien d'Italiens du Sud. Ça, c'est la matrice originelle de la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, à la base, c'est pas du tout un mouvement immigrophobe, c'est un mouvement régional. Et quand la Ligue du Nord voit le succès du Front National en France, ils se disent « Eh, mais c'est pas mal ça, nous aussi on va faire ça ». Et progressivement, la Ligue du Nord a pris un tour de plus en plus immigrophobe, de plus en plus xénophobe, et c'est à ce moment-là qu'elle obtient ses premiers succès électoraux. Ça va être vrai en Belgique, par exemple, en Belgique pour le Vlaams-Blok, qui, à la base, est un mouvement régionaliste flamand, avec d'ailleurs le même argument que la Ligue du Nord, qui consiste à dire « Vous êtes mignons, les Wallons, là ». Mais en fait, tout le dynamisme économique belge, il est dans la Belgique flamande. C'est nous qui tirons la Belgique par le haut. Vous vivez à nos crochets. Bande d'assistés, on milite pour l'indépendance flamande. Et ben, le Vlaams-Blok, qui va devenir derrière le Vlaams-Belang, quand les dirigeants voient le succès de Jean-Marie Le Pen en France, se disent « Eh mais l'immigration, on est con, ça marche très bien ». Et c'est à partir de ce moment-là que le Vlaams-Blok va prendre un tour totalement immigrophobe, rejet de l'autre, xénophobie, et c'est à ce moment-là que le Vlaams-Blok va enregistrer ses premiers succès électoraux. Donc vous voyez, Jean-Marie Le Pen, ça n'est pas seulement le vieux représentant de l'extrême droite rance en France, ça n'est pas seulement l'homme du détail, un homme qui appartient aux souvenirs lointains et tristes de la République française, un tortionnaire d'Algérie. Jean-Marie Le Pen, c'est un homme politique qui a inventé une formule électorale, ou plutôt une formule programmatique. C'est un homme politique qui a inventé une formule programmatique qui a permis à l'extrême droite de percer un premier plafond de verre en France, puisque avant Jean-Marie Le Pen, l'extrême droite, ça n'était que quelques groupuscules néofascistes conspués, groupuscules néofascistes violents, conspués par toutes et par tous, à tel point qu'ils se disent à un moment donné, il faut qu'on opère notre mue vers la respectabilité. Ça donnera le Front National, dont Jean-Marie Le Pen est l'instrument de la dédiabolisation. Je vous le répète, hein, Jean-Marie Le Pen, c'est l'ancien député poujadiste que les néofascistes groupusculaires d'ordre nouveau viennent chercher pour devenir leur visage respectable. Donc la dédiabolisation, ça fait partie de l'ADN du Front National. Le Front National, depuis ses premières heures, c'est un mouvement qui est là pour dédiaboliser les idées néofascistes. Et c'est avec ce cocktail redoutable, rejet de l'immigration, rhétorique anti-système, politique économique composite, incohérente, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est que ça plaise à peu près à tout le monde. C'est avec cette ligne programmatique que Jean-Marie Le Pen s'impose dans le champ politique français, obtient ses premières victoires électorales. Et c'est d'ailleurs la même ligne politique qui permet encore aujourd'hui à Marine Le Pen de se rapprocher toujours davantage du pouvoir. Et c'est cette ligne programmatique que d'autres partis d'extrême droite en Europe vont prendre en modèle, vont prendre en exemple pour eux aussi réussir à s'imposer dans leur système politique respectif. Alors, l'histoire aurait-elle été différente sans Jean-Marie Le Pen ? Personne ne peut le savoir. Est-ce que sans Jean-Marie Le Pen, le Vlaams-Blok serait resté un mouvement régionaliste, tout comme la Ligue du Nord en Italie ?
Personne ne peut le savoir. Est-ce que si Jean-Marie Le Pen n'avait pas inventé ça, quelqu'un d'autre en France ou ailleurs n'aurait pas inventé exactement la même idée? Est-ce que l'idée n'était pas dans l'air du temps? Là encore, personne ne peut le savoir. Les historiens apprennent à ne pas survaloriser l'action des hommes et à toujours garder l'œil sur la structure, sur les processus, sur les mouvements de fond, sur les idées qui naissent et qui, de toute façon, allaient s'imposer, peu importe la personne qui les porterait. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que sans Jean-Marie Le Pen, il n'y aurait pas d'extrême droite en Europe aujourd'hui. Ce serait, je pense, commettre un grave contresens. En revanche, le fait est que dans l'histoire de l'Europe contemporaine, c'est Jean-Marie Le Pen qui, le premier, va inventer une formule qui, encore aujourd'hui, est utilisée partout en Europe et même partout dans le monde, parce que, en effet, chez Donald Trump, on retrouve quelque chose qui est assez proche, vous avez raison de le justifier. C'est Jean-Marie Le Pen, le premier, qui va initier cette formule qui, elle, va permettre à l'extrême droite d'engranger les succès électoraux qu'elle a encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, Jean-Marie Le Pen, c'est un homme important, hélas, je le dis en le déplorant, mais il faut le reconnaître malgré tout. C'est un homme important. C'est en partie à partir de lui que l'extrême droite que les idées d'extrême droite, les mouvements néofascistes qui se déguisent sous les atours de la simple immigrophobie, c'est à partir de Jean-Marie Le Pen que ces idées regagnent du terrain en France, puis en Europe. Voilà l'héritage qu'il laisse. En plus, bien sûr, d'être un odieux tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, un antisémite condamné, homophobe clair et déclaré, et j'en passe, et des pires. Hop. Bon alors, je sais pas si ce sera ça la conclusion de la vidéo, je sais même pas s'il y aura une vidéo, franchement. Je sais même pas s'il y aura une vidéo, franchement. Ce qui est intéressant, on va finir là-dessus, 13h19, on va finir là-dessus. Maintenant que je vous ai dit tout ça, voilà. Maintenant que je vous ai dit tout ça et que ça vous permet peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous ne connaissiez pas si bien que cela la figure de Jean-Marie Le Pen, ou que vous aviez de lui surtout l'idée enfin voilà, peut-être que vous vous en souveniez surtout comme l'homme des débordements, l'homme des provocations, l'homme de l'antisémitisme explicite, de l'homophobie explicite, etc. Bon. Là, peut-être que maintenant, vous captez à quel point est-ce que cet homme est vraiment un homme de sinistre mémoire, quoi. Et c'était important pour moi aussi de rappeler ces crimes commis pendant la guerre d'Algérie. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il est intéressant d'aller voir un peu ce qu'en ont dit les uns et les autres, n'est-ce pas? Parce que là, on a eu quand même de beaux combos, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, celui qui, comme souvent, il faut lui reconnaître, hein, celui qui, comme souvent, a su trouver les mots, c'est Jean-Luc Mélenchon, dont, quoi que l'on pense de sa ligne et de son style, qui est un diablement bon rhéteur, et justement qui sait trouver les mots, et qui a tweeté la chose suivante: le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini. Celui contre la haine, le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme qu'il a répandu continue. C'est sobre, respectueux, tout en étant sévère. Écoutez, je trouve que c'est une belle réaction. En tout cas, une belle réaction, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas à moi de juger quoi que ce soit, mais c'est assez proche de ce que moi-même je pense, hein, de ce que je vous dis depuis le début de ce live. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à quitter, voilà. Hop. Mais alors, on a le communiqué de presse de l'Élysée qui est quand même un modèle de diplomatie. Moi, je trouve ça pour le coup assez malin. Voilà ce qu'a tweeté le service de presse de l'Élysée. Attendez, zut. Hop. On peut pas. Comment je fais pour que ce soit moins gros là? On peut pas. Bon bah je vous le lis. Jean-Marie Le Pen est mort.
né en 28, Jean-Marie Le Pen fut député à 3 reprises, 5 fois candidat à la présidentielle, 7 fois député européen. Fondateur du Front National en 72, son président jusque 2011, puis son président d'honneur. Il fut présent au second tour de l'élection présidentielle de 2002, à l'issue duquel il remporta 17% des suffrages. Donc là, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus factuel que ça. Et cette phrase, figure historique de l'extrême droite, il a ainsi joué un rôle dans la vie politique de notre pays pendant près de 70 ans, qui relève désormais du jugement de l'histoire. Je trouve que c'est un euphémisme, mais je trouve que c'est pas le plus maladroit. Pour une fois, c'est pas le plus maladroit. Cela relève du jugement de l'histoire. Manière de dire, écoutez, voilà, l'histoire jugera. Et puis alors ensuite commencent les problèmes. Alors, Bruno Retailleau. Alors, Bruno Retailleau qui ne surprend pas. Hein. Bon, Bruno Retailleau qui est un fasciste. Qui ne surprend pas, mais tout de même. Hein. Aujourd'hui, une page de l'histoire politique française se tourne. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir de Jean-Marie Le Pen, voilà. Quel que soit ce qu'on pense, il aura incontestablement marqué son époque. Eh ben, super, Nono. C'est super. Après, bon, on a vu, hein, Bruno Retailleau, hier matin, avant même le décès de Jean-Marie Le Pen, il était encore sur des positions explicitement islamophobes. Il est complètement dans la lignée de l'idéologie initiée par Jean-Marie Le Pen. Donc, peu de surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai envie de vous dire peu de surprise de ne pas voir Bruno Retailleau avoir une condamnation stricte de Jean-Marie Le Pen. Force est de constater qu'on est quand même dans l'euphémisme le plus total. Hein. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir. Oui, super, oui, super. Et puis alors évidemment. Bah évidemment. Alors, écoutez, on va lire. Vous le connaissez. Mais peut-être que maintenant qu'on a rappelé quel était le pédigré et le palmarès de Jean-Marie Le Pen, peut-être que son tweet va prendre une tournure encore différente. Il faut bien sûr regarder ce qu'a dit notre Premier ministre, François Bayrou. Alors François Bayrou, j'ai envie de vous dire, lors du précédent gouvernement, on avait Amélie Oudéa-Castéra. Lors de ce gouvernement-là, on a François Bayrou. Et alors lui, il est Premier ministre, mesdames, messieurs. Alors là, là, on a retrouvé... Ça y est, là, on a notre champion. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une stupidité. Et alors là, quand même, c'est pas la dernière des stupidités. Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait, en le combattant, quel combattant il était. Alors, il réussit, le gars. Il réussit, le bonhomme, à avoir un tweet plus élogieux que celui de Bruno Retailleau. Un tweet plus élogieux que celui d'Elisabeth Lévy qu'on a regardé tout à l'heure. Enfin, c'est quand même... Il arrive à louer la figure de Jean-Marie Le Pen. Je veux dire, il loue le combattant qu'il était. On savait, en le combattant, quel combattant il était. Alors, on va revenir quand même sur chaque mot parce qu'il n'y a rien qui va. Hein. Le GOAT. Ah ben c'est le GOAT. Ah mais là, honnêtement, François Bayrou, je ne sais pas combien de temps il sera Premier ministre. Je suis partagé. Alors, je suis partagé, je vous avoue, puisque en tant que citoyen français... je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Enfin, j'ai du mal à m'en féliciter. En tant que créateur de contenu politique sur Internet, moi je l'aime bien. moi je l'aime bien. En tant que créateur de contenu politique sur Internet, je suis obligé de vous dire que il fait mes affaires. Les affaires reprennent. Avec lui, franchement, on est sûr d'avoir du contenu. Alors, tant qu'on a François Bayrou, Premier ministre, on est sûr d'avoir du contenu. Alors là, vraiment, il n'est jamais décevant. Hein. C'est la mine d'or. C'est ça. Moi, pardon. Moi, j'ai trouvé un filon, j'ai trouvé une mine d'or, je creuse. Hein. Puis, j'ai pas besoin de creuser. De toute façon, ça arrive tout cru. C'est la marée qui t'amène les pépites d'or gratuits. Alors, relisons son tweet dans lequel il n'y a quand même pas un mot qui est dedans. Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée. Alors, pour François Bayrou,
Ah, c'est quand même fou. Pour François Bayrou, l'antisémitisme, c'est une polémique. L'homophobie, c'est une polémique. Le racisme, l'islamophobie sont des polémiques. Et avoir commis des crimes de guerre en Algérie, c'est une polémique. Tout ça, c'est des polémiques. Non, mais il est controversé. Bah, qu'est-ce que vous voulez pour François Bayrou, Jean-Marie Le Pen, il est controversé. Ah, qu'est-ce qu'il y a il y a des polémiques. Voilà. Et des affrontements nécessaires sur le fond. Non, mais des affrontements nécessaires sur le fond. C'est quand même... Enfin, en parlant de celui qui a permis au racisme, à l'islamophobie, de reprendre racine dans la politique française, à celui qui a incarné la face visible, la pointe acérée de l'antisémitisme en France pendant des années, qui n'a jamais renié son passé de tortionnaire, enfin jamais ni renié ni assumé d'ailleurs, son passé de tortionnaire pendant la guerre d'Algérie, et qui était un admirateur du Troisième Reich, si on en croit son couteau pendant là aussi la guerre d'Algérie. Affrontement nécessaire, on est quand même dans l'euphémisme de l'année. Hein. Et alors, évidemment, on savait en le combattant quel combattant il était. Alors ça c'est j'ai envie de vous dire la cerise sur le gâteau. Ça c'est voilà le sel sur le plat. Évidemment, il arrive à glorifier son passé de combattant, sachant que oui, en effet, alors pour le coup, il n'a pas tort. On savait quel combattant il était. Il était un combattant qui a torturé pendant la guerre d'Algérie. Mais ça, évidemment, François Bayrou n'en dira pas une ligne. Non, mais c'est la faillite absolue. Enfin, c'est la faillite absolue. Alors, et derrière, le gouvernement va nous expliquer qu'ils ne sont pas main dans la main, ou plutôt qu'ils ne sont pas, eux, au creux de la main du Rassemblement national. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est pas incroyable en fait. C'est pas incroyable. C'est au contraire tout à fait cohérent et en ligne avec les nécessités politiques du moment auquel fait face François Bayrou, qui est comment je fais pour ne pas être censuré, sachant qu'il suffit que le Rassemblement national vote la censure pour que mon gouvernement tombe. Bon, bah voilà, on voit le choix qu'il a fait. Hein, j'ai envie de vous dire quelque part, c'est peut-être pas idiot, c'est peut-être juste stratégique. Auquel cas, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est parce que l'idiot est atterrant, mais il ne se déshonore pas de son idiotie. Tu peux pas en vouloir à un idiot de l'être. Tu vois. Par contre, celui qui, par stratégie, pactise avec l'extrême droite, alors lui, pour le coup, tu peux lui en vouloir. Lui, pour le coup, là, ça n'est plus de l'idiotie, c'est de la compromission. C'est autre chose. Donc voilà, c'est super, écoutez. Merci beaucoup François Bayrou. Alors attendez, on me dit que le tweet d'Eugénie Bastier, il est banger. On va chercher, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Attends, j'arrive plus à avoir mon clavier, c'est terrible. Eugénie Bastier, voilà, je l'ai. Ok, elle me suit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle tweet? Oh là là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, quoi? Ah oui, elle a fait carrément un... Ah oui, mais elle a la même rhétorique qu'Elisabeth Lévy, elle a copié. Oh, c'est nul. Attends, fais voir. Attendez. Hein. Yes. Ok. Oui, bon, on va pas l'écouter parce que la flemme d'écouter Eugénie Bastier, on va lire son tweet, mais c'est le même qu'Elisabeth Lévy, elle a copié. Regardez, elle a copié. La poignée de manifestants obscènes qui sabraient le champagne place de la République pouvaient danser sur sa tombe. Le Pen leur manque déjà. Avec sa disparition, les drogués de l'antifascisme vont devoir se sevrer de leur cam favorite depuis 40 ans. Mais ne croyez pas que la mécanique de la diabolisation va s'arrêter pour autant. La gauche a besoin de s'inventer un ennemi fasciste à combattre pour survivre et masquer ses abandons. Cela dure depuis au moins le camarade Staline. Ah, c'est ça quand même... Ça, c'est. Ouais. La diabolisation n'est pas une question de personne, mais une question de sujet. Quiconque aborde le terme de l'immigration, la faillite du multiculturalisme ou le refus de l'islamisation de la France court le risque de se placer derrière un cordon sanitaire. Alors, comme toujours, et ça n'est pas la moindre de des contradictions de celles et ceux qui disent cela,
Elle parle de la diabolisation, elle parle du cordon sanitaire. Notez qu'elle le fait tranquillement à l'antenne d'Europe 1. Voilà, elle le fait tranquillement à l'antenne d'Europe 1 et elle pourra le faire, bien sûr, dans les jours qui suivent à l'antenne de CNews, puisque ce matin même, Pascal Praud, évidemment, prononçait un éloge vibrant à Jean-Marie Le Pen sur CNews. Elle pourra le faire dans les colonnes du JDD, de Valeurs Actuelles. Oh, j'ai envie de vous dire, ça va, tu vois. Le cordon sanitaire, il n'est pas d'une si grande sévérité que ça. Hein. Donc, il y avait des mains. Mais c'est des fragiles, hein, c'est les ouin-ouin. Ouin-ouin, on ne peut plus rien dire. Ouin-ouin. Comment ça s'appelle la bien-pensance. Ouin-ouin. Nous, on est diabolisés. Oh, ça va, je pense que ça va, tu vois. Je pense que ça va, ils ne sont pas si diabolisés que ça, tu vois. Bref. Voilà. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Bon, ouin le Deep State. Le tweet de Poutou. Ah, le tweet de Poutou. Oui, le tweet de Poutou. Poutou, il a fait du Poutou, quoi. Poutou, pour le coup... Non, pas Ilip. Clément. Allez, on finit avec le tweet de Poutou. Allez, hop. Philippe Poutou, si vous ne l'aviez pas vu. Hein. Si vous ne l'aviez pas vu, Philippe Poutou, tiens, il n'est même pas certifié sur Twitter. Il n'en a rien à foutre. Voilà, Philippe Poutou, il s'est fait plaisir. Voilà. Il a fait du Poutou. Hop. C'est dingue. Les vœux, ça marche. L'année 2025 ne commence pas trop mal avec cette bonne nouvelle de la mort de Le Pen, un raciste, un colonialiste, un facho, un tortionnaire, un assassin, un homophobe. Mais ça ne change rien au combat antifasciste unitaire à mener d'urgence. Voilà, il a fait du Poutou, quoi. Il a fait du Poutou, les deux pieds dans le plat. Les deux pieds dans le plat. Écoutez, hein, voilà, je pense que ça fera plaisir à une partie d'entre vous. Comme je vous le dis, moi, je ne suis pas sur cette ligne-là. À titre personnel, je ne suis pas de ceux qui arrivent à se réjouir de la mort d'un homme. Mais par contre, je pense que l'occasion, la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est l'occasion, encore une fois, hein, et c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin. On ne peut pas lui retirer que c'est marrant. Ah, bah, il est bon dans la provoque, quoi. Poutou dans la provoque, il est quand même intestable. Il est quand même intestable. Mais voilà, je pense que c'était l'occasion de revenir sur l'héritage de Jean-Marie Le Pen, ce qu'il laisse. Et je trouve que c'est intéressant de montrer combien est-ce que cet homme, dont justement le Rassemblement national n'a de cesse que le Rassemblement national n'a de cesse depuis des années de tenir à distance, cet homme qui incarne un passé révolu du Rassemblement national, en tout cas c'est ce qu'il cherche à nous faire croire, en réalité c'est lui qui a initié tous les fondements qui sont encore ceux du Rassemblement national aujourd'hui, la dédiabolisation en arborant le visage de la respectabilité. C'était le sens de l'engagement de Jean-Marie Le Pen au Rassemblement national en 1971-72. Il a été choisi pour cela, pour incarner la dédiabolisation des idées néofascistes. Et ce cocktail qui consiste à placer la haine de l'immigration ou le rejet de l'immigration au cœur du programme pour mobiliser les affects racistes, l'air de rien, sans avoir à assumer des paroles directement et explicitement racistes. Ça reste encore aujourd'hui, cela plus l'antisystème, plus la ligne économique composite, cela reste encore aujourd'hui les fondamentaux du Rassemblement national. Donc, et par ailleurs, nul besoin de rappeler que le RN n'a jamais fait d'aggiornamento. Le RN n'a jamais voulu regarder les yeux dans les yeux son passé Jean-Marie Le Peniste, n'a jamais voulu rejeter Jean-Marie Le Pen comme faisant partie d'un passé révolu au Rassemblement national. Jamais. Hein. Jusqu'à Jordan Bardella qui, il y a quelques mois, disait encore « Je ne crois pas, je ne sais pas si Jean-Marie Le Pen était antisémite, je ne crois pas qu'il l'était. » Donc, voyez, c'est intéressant de se souvenir de cela et de voir qu'en effet, la mort de Jean-Marie Le Pen est une chose, mais ses idées, elles, restent bien vivantes. Et c'est même pire que cela, ces idées, elles, restent dominantes, puisqu'on le voit ce matin, c'est Pascal Praud lui-même qui a
à la une de la première chaîne d'info de France, CNews, dans un édito qui reflète donc la parole officielle de la chaîne. Pascal Praud se fait l'apologue de Jean-Marie Le Pen et nous dit qu'au-delà des provocations, c'était au fond un grand homme qui avait vu la vérité avant les autres et que ce qu'il disait à l'époque reste vrai aujourd'hui, en profitant par là même pour faire la communication directement du Rassemblement national. Mais à part ça, bien sûr, ce n'est pas un canal d'opinion. Ah bon ? Bien, j'ai raté ma réverb. Allez, 2h57, il est 13h37, j'ai un train à 15h, il faut que je parte dans 10 minutes. Heureusement, peut-être qu'il faudrait que tu y retournes, Clément. Quoi ? Que j'y retourne où ? Je sais pas. Ma réverb là ? Non mais de toute façon là ça y est là. Sur CNews. Ah ouais, bien sûr, c'est sûr, c'est mon game là. C'est mon game. Attends, là on est en train de... On me ping de partout. Hop, on va prendre le train. On va prendre le métro. Voilà. Toc. Bien, les amis. 3 heures de stream, c'est un devoir sanitaire. non, mais après voilà, hein, j'ai envie de vous dire... chacun dans son coin. Ah, ok, ça marche. Ok, ça marche. Donc oui, vas-y. La réponse est. La réponse est oui. La réponse est oui. Bien, les amis. Merci à vous, peuple du futur, YouTube, le podcast. Merci d'être resté durant tout ce temps. On pense à vous. Et voilà, merci d'être là. Abonnez-vous. Si vous êtes resté aussi longtemps, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube et passez sur Twitch, lâchez un petit abonnement. Là, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. À bientôt, peuple du futur. Merci beaucoup.